Prochain arrêt, Binge Audio. Les gens de ma génération, qui ont grandi dans les années 90, ont également grandi entourés d'une contradiction très vive. D'un côté, l'expansion et le développement XXL du jeu vidéo, devenu un pilier culturel au moins aussi important que le cinéma ou la musique, et de l'autre, un discours médiatique régulièrement très négatif, pointant du doigt un loisir jugé décérébré et potentiellement dangereux. Ainsi, on nous ressortait régulièrement à chaque fois que surgissait un drame, un meurtre, un fait divers sordide ou un joueur revendiqué était impliqué, que c'était la faute aux jeux vidéo. Retour en France où une association de consommateurs part en croisade contre la multiplication des scènes de violence dans les jeux vidéo. Jugez vous-même, dans l'un de ces jeux, le but est tout simplement d'écraser des piétons ou des policiers afin de marquer des points. La plupart de ces jeux possèdent bien certaines vertus, d'autres en revanche sont particulièrement sadiques ou dégradants. Le syndicat général de la police vient de demander le retrait d'un jeu vidéo qui vous propose d'être tout simplement l'ennemi numéro 1, abattant au passage passants et policiers. Trop d'hémoglobine sur les écrans. Les enfants auraient trop facilement accès à ce défouloir virtuel. C'est du moins ce qu'avancent les associations familiales les plus conservatrices qui exigent le boycott de 11 produits. Le meurtre de l'épicière de Pavilly a fait réfléchir les élèves de l'école primaire de Fresnes-le-Plan sur l'influence des médias face à la violence. C'est pourquoi le 16 mai, à l'occasion du Parlement des enfants, ils déposeront une proposition de loi pour réglementer les jeux vidéo à la manière des films télévisés. Un enfant à côté de moi, à table, jouait à ce jeu. Et j'essaie de lui parler, il me dit « Tais-toi, tu m'empêches de tuer ». Aujourd'hui, les choses ont changé et on se retrouve face à un nouveau paradoxe. La puissance de l'industrie du jeu est telle que plus grand monde ne remet en cause sa légitimité culturelle. On salue sa capacité d'innovation, son génie parfois. Mais en parallèle, la communauté du jeu vidéo est littéralement gangrénée par des idéologies radicales et mortifères. Incel, mascu, extrémistes, identitaires, négationnistes, aspirants terroristes, tous, hélas, grenouillent régulièrement autour du jeu vidéo et nous avons encore bien du mal à admettre leur présence, comme si ce constat revenait à ressusciter l'argument éculé de la faute aux jeux vidéo. Alors comment en parler et comment nommer cette situation pour ce qu'elle est, à savoir un nouveau versant de la guerre culturelle que mène l'extrême droite sur tous les fronts possibles. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Et pour en discuter, j'ai fait appel aux lumières d'Olivier Mocco. Il est chercheur en sciences politiques et créateur de jeux. Il préside l'Observatoire européen des jeux vidéo. Il connaît bien tous ces sujets auxquels l'Observatoire a consacré plusieurs rapports. J'ai commencé par lui demander si on assistait, selon lui, à une extrême droitisation d'une partie de la communauté des gamers. Moi, je pense qu'il faut regarder déjà sur le côté extrême droitisation, c'est surtout de la société. On regarde les statistiques chez les moins de 30 ans, vous avez la socio-électorale qui met bien en avant que depuis 2012, en fait, grosso modo, il y a un durcissement, enfin un déplacement du vote des plus jeunes vers les extrêmes. Surtout extrême droite, contrairement aux idées reçues, c'est extrême droite en tête entre 29 et 30%, quand la société aujourd'hui est à 33%. Et côté aussi pareil, extrême gauche, eux, ils sont plus à 19%. Donc au total, on a 50% qui va sur les deux bords extrêmes de l'échiquier politique. Et ça fait plusieurs années. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que les courants de société de plus en plus envahissent le jeu vidéo. Au global. Et c'est vrai que on voit de plus en plus apparaître une politisation de la consommation du jeu et l'utilisation du jeu comme moyen d'expression. Donc, grosso modo, d'un côté, politisation, c'est-à-dire que quand vous avez eu des jeux, nous on avait fait une étude par exemple sur les batailles culturelles dans le jeu vidéo, on s'est rendu compte que, par exemple, le dernier Assassin's Creed Shadows, qui met en scène un samouraï d'origine plutôt africaine et une shinobi femme, les deux, a fait l'objet d'une déferlante de haine en ligne. Il y a eu d'autres jeux, Jujutsu Walk par la communauté MAGA. Donc là, il y a vraiment une vigie qui s'est opérée par l'extrême droite américaine. Alors extrême droite, ou en tout cas les MAGA. C'est toujours difficile à
qualifiés par rapport à nos échiquiers, mais en tout cas les MAGA, Make America Great Again, partisans Trump, sont vraiment vigilants sur le gaming et veulent vraiment changer l'industrie. C'est une mission, c'est quasi prophétique, c'est-à-dire nous sommes en guerre contre le wokisme, nous sommes en guerre contre tous ces créateurs de jeux vidéo qui sont pour eux des gauchistes, tout simplement, et nous on veut un retour à un jeu vidéo avant l'épisode du Gamergate. Le Gamergate, c'est un épisode crucial et assez tortueux de la culture jeux vidéo. En gros, en 2014, une campagne de cyberharcèlement prend pour cible à la fois des créatrices de jeux et des journalistes, accusant en gros les premières de manipuler sexuellement notamment les seconds pour obtenir de bonnes critiques de leurs jeux. S'ensuit une longue polémique alimentée par les tréfonds d'Internet, à commencer par le forum 4chan, qu'on connaît aussi sous le doux sobriquet de poubelle du web. Le caractère odieux de la situation, qui a duré plusieurs mois, a eu au moins un effet de bord positif. Il a mis sur la place publique l'énorme problème de misogynie au sein de la culture gamer. Ça a fait une grosse crise de conscience dans l'industrie, qui s'est vraiment essayé de mise en question pour produire des contenus plus en phase avec la société, ou du moins qui offrent une forme de diversité. Des personnages, de couleurs, de minorités, avec une gender fluidité dans certains cas. Enfin voilà, c'était vraiment limite presque, effectivement, à l'avant-garde d'autres choses qu'on voyait. Et c'était intéressant de voir que le jeu vidéo s'est affranchi de la masculinité militarisée, c'est-à-dire, pour résumer, le guerrier bodybuildé qui va casser la tête à tout le monde. Et de l'autre côté, la nana hypertrophiée, pareil, femme-objet. Donc ils sont sortis de ça. Il y a une partie des gamers, en fait, qui commencent à se dire « Ouais, mais ça nous va pas. Ça ne nous va pas du tout. » Ce « ça ne nous va pas », il se traduit très concrètement par des campagnes orchestrées par les plus militants de dénigrement des jeux qui leur déplaisent. Un dénigrement idéologique qui bénéficie à plein des nouvelles façons de faire en ligne, à savoir l'omniprésence de la notation qui est devenue un outil de pression très pratique à exploiter. On appelle ça le review bombing. Et c'est exactement comme ce qui se passe dans un resto en ligne. S'il y a une communauté qui décide de descendre le concurrent, il va acheter des bots et des armées de personnes qui vont faire baisser la note, histoire de... Sauf que les gens, aujourd'hui, ils vont plutôt regarder la note sur Google ou sur TripAdvisor plutôt que de regarder la carte et de s'intéresser, ou un critique culinaire. Sauf s'il est influenceur, c'est toujours la même histoire. Et donc, en fait, on est un peu dans cet écart-là. Avant, dans le jeu vidéo, vous aviez du journalisme spécialisé. Alors, je parle même pas de la presse papier qui a connu des heures de gloire incroyables, mais des sites internet plutôt prescripteurs qui se sont fait doubler, tout simplement, par les influenceurs. Et donc, par là, la notation d'un jeu vidéo, la qualité d'un jeu vidéo, il y avait moins de choses pour y arriver, mais il y avait quand même toujours ces notations, et il y avait ce qu'on appelle les métacritiques, les agrégateurs de notes, qui restaient encore les éléments que l'on voit dans les avis Google ou sur Steam, en fait. Sur Steam, vous allez avoir avis positifs, très positifs, etc. Ça, c'est important dans l'acte de décision et dans la confirmation du choix. C'est pas forcément... Alors, c'est d'abord une confirmation, et ensuite, ça sera un déclencheur pour une deuxième partie, une deuxième salve, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est très important, c'est justement de casser la confirmation dès le départ. C'est-à-dire que une communauté qui désapprouve un jeu va attaquer. Nous, on avait étudié justement au moment d'Assassin's Creed le raid, et nous, on avait suivi en live, on s'est dit, c'est sûr, ça va raider. Et effectivement, ils sont arrivés, ils ont attaqué en mettant 0, 1. Et les commentaires, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'ils commentent. C'est même pas, ils disent 0, 1, ils disent 1, non, c'est nul, c'est woke. C'est inox, c'est inadmissible, etc. C'est un espace politique, c'est un espace militant. C'est devenu un espace militant. Et c'est vrai que il y avait un spread, un différentiel énorme avec la note des journalistes. Alors évidemment, la rhétorique va être les journalistes c'est pourri. C'est la stratégie de délégitimation du journalisme, en fait, globale que l'on a par l'administration actuelle, qui est de l'extrême droite, qui dit non, le journaliste c'est pas la vérité, quoi. On est dans la post-vérité, donc on s'en fout des facts, quoi. C'est mes facts qui comptent, c'est pas les facts objectifs, donc ça on est là-dessus. Avec un objectif clair, c'est que la boîte ferme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est même plus la censure, c'est l'annihilation pure et totale par tous les moyens, dont les moyens économiques. Et ça, c'est vraiment leur gros challenge, et c'est vrai que c'est aussi important, parce que si on regarde
l'intérêt l'appétence qu'ont les républicains pour l'économique est supérieur à celui des démocrates. Pour eux, c'est important la chose économique, plus que la liberté, etc. Donc, ils se disent, c'est important, nous, on va attaquer là où ça fait mal, au portefeuille et tout. Et donc, c'est super compliqué pour une marque de gérer ça, surtout quand, encore une fois, la consommation se double d'une politisation. Et c'est la collusion des espaces, en fait, qui est très, très, très compliquée à gérer. Et on se rend compte aussi que, y a des industries qui sont plus engagées et qui essaient finalement de tenir tête ou tenir le cap. Et ce qui est fou, j'aurais jamais cru pouvoir dire ça un jour, le jeu vidéo est plus engagé maintenant que le cinéma, quoi. Et beaucoup moins versatile, en fait. Oui, parce que Ubisoft n'a pas annulé la sortie d'Assassin's Creed malgré la polémique. Non, du tout. Et c'est vrai que c'est quelque part, c'est rassurant parce que c'est aussi un média fort, très très fort dans les imaginaires. La pression que mettent de plus en plus les gamers conservateurs et réactionnaires sur l'industrie et sur leurs camarades joueurs, on peut l'interpréter comme un retour de bâton du Gamergate qu'on évoquait tout à l'heure. Car pendant que le secteur essayait de se débarrasser de ses vieux réflexes sexistes, une partie des joueurs ressassait ses préjugés et s'est vu offrir petit à petit de plus en plus d'espace pour les exprimer. Quand on étudiait les MMORPG, donc World of Warcraft, il y avait des univers fantastiques, heroic fantasy, avec ce qu'on appelle un gros roleplay, c'est-à-dire qu'on essayait vraiment de se conformer aux imaginaires du jeu. Et donc on s'investissait pas mal de temps, on suivait des histoires, on passait des milliers d'heures là-dessus, mais dans l'univers. Dès que vous parliez politique là-bas, on vous faisiez sortir. Parce que, non, si je vais dans Azeroth, c'est pas pour m'embêter à parler politique et compagnie. Ce qui a changé, c'est le type de jeu en ligne qui est joué. On a grosso modo le Battle Royale. Et le Battle Royale est propice à la discussion enflammée, de la même manière que quand on fait un FIFA ou un PES en ligne, on va avoir de plus en plus c'est plus facile de s'insulter parce qu'on s'énerve et ça fait partie du folklore. Et deuxièmement, il y a aussi tous les games as a platform, donc les jeux plateformes, qui vont proposer des expériences de jeu plutôt sociales, c'est-à-dire qu'on joue, on est surtout là pour être ensemble et faire des trucs. Et c'est le faire des trucs, en fait. C'est jouer, mais bon, c'est des jeux, quand vous regardez, il y a certains jeux, au prisme d'un ancien gamer, on se dit, tiens, c'est étrange comme type de gameplay, mais pourquoi ils font ça? Mais parce que c'est un espace de rencontre en ligne, c'est un espace de socialisation, une espèce de chat 3D en ligne, notamment grâce à Roblox, en fait. C'est Roblox qui a permis ça, et qui a permis la création de contenu. Il faudrait qu'on dise un mot, justement, de Roblox. Alors, c'est une plateforme qui est extrêmement populaire. Il y a des dizaines, voire des centaines de millions de joueurs quotidiens. 110 millions de joueurs quotidiens, exactement. Mais c'est une plateforme qui est pas bien connue en France, qui est méconnue en France. C'est quoi Roblox? Comment ça fonctionne? Et pourquoi, justement, ça nous intéresse pour notre sujet aujourd'hui? Roblox, c'est donc 110 millions d'utilisateurs quotidiens. On est dans les 24 millions d'utilisateurs en Europe, pur et dur. Et en France, on est sur des projections. Alors, c'est très compliqué, mais entre 1,7 et 2,3. Cet espace-là, donc, c'est quoi? Grosso modo, Roblox, vous y accédez, c'est simple. C'est un jeu et vous allez choisir des expériences, des jeux. Plein de jeux différents, et puis vous allez vous retrouver à plusieurs dedans. Vous allez acheter des skins, des cosmétiques, des éléments de gameplay, des éléments surtout d'habillement, etc. Vous allez pouvoir gagner des trucs, échanger. C'est des jeux très simples, essentiellement basés sur la création communautaire. Donc les contenus sont produits par la communauté. C'est des outils de création, en fait, tout ça. Et ça, c'est super intéressant de se dire que le coût d'entrée aujourd'hui pour créer un jeu est très faible. En tout cas, ce type de jeu, GTA 6, évidemment, c'est pas le même tarif. Mais, si vous voulez faire un jeu, aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Et donc, si tout le monde peut le faire, il y a ceux qui veulent faire des jeux, puis il y a ceux qui se disent, mais tiens, si je faisais pas autre chose. Et cette autre chose prend des formes assez perturbantes. Une grande enquête de nos confrères d'Arte, notamment, a montré récemment comment des utilisateurs de Roblox se sont amusés à recréer des scènes de tuerie, des recréations numériques sordides dans lesquelles les joueurs peuvent se mettre à la place des tueurs. Ici, ce jeu reproduit la tuerie homophobe de la boîte de nuit LGBT d'Orlando. Le Pulse. Nous nous faisons passer pour un joueur et nous interrogeons cet autre utilisateur. Comment tu as trouvé ce jeu? J'ai trouvé un compte Roblox qui a tous ces jeux en favori. En effet, sur ce compte suivi par 1400 personnes, on trouve des tueries racistes, homophobes ou antisémites.
C'est assez compliqué parce que qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le statut de cette chose en fait ? Pas d'un point de vue légal, d'un point de vue conception. Est-ce que c'est une apologie ? Est-ce que c'est une simulation ? Est-ce que c'est un documentaire ? Est-ce que c'est un espace de militants ? Est-ce que c'est un truc de socialisation, voire pour aller recruter ? On ne sait pas en fait. Et c'est ça qui est très très flou et confondant. Et c'est vrai qu'on a énormément de choses comme ça. Alors il faut attention, ils ne sont pas pratiqués en masse non plus. Et ça renvoie historiquement à quoi ? À ce que faisait l'extrême droite, ou plutôt les néo-nazis européens, dans les années 85 jusqu'à 94. Ils faisaient des jeux vidéo amateurs, des jeux de simulation de camps de concentration, enfin des abominations, qu'ils diffusaient sous le manteau. Ce qui s'est passé, c'est que ça a été régulé. L'industrie, évidemment, a condamné ces productions-là. Et puis, grâce à un travail notamment des forces de police anglaises, allemandes, françaises, grosso modo, ils ont arrêté toutes ces diffusions. Ça tombait bien quelque part parce qu'il y avait un sujet. Parce qu'à l'époque, c'était sur le territoire. C'était à la main. C'était physique, la distribution. Là, aujourd'hui. C'était des disquettes ou des CD, c'est ça, c'était exactement. Donc, il fallait un contact humain. C'était facile. Enfin, à un moment donné, un travail de police peut arriver facilement à démanteler ce type de choses. Là, aujourd'hui, c'est sur une plateforme mondiale. C'est globalisé. Vous appuyez sur un bouton, vous touchez tout le monde. Et parmi les scènes recréées récemment sur Roblox, il y a évidemment l'assassinat de Charlie Kirk, le militant d'extrême droite américain érigé en martyr par les Trumpistes. Un assassinat où la question du jeu vidéo s'est invitée de manière assez étonnante, car sur les douilles des balles utilisées par le tueur, on a retrouvé gravées des citations tirées de mèmes issus de la culture jeu vidéo. Fired casing read, "Hey fascist!" ! Catch! ! A second unfired casing read, "Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao Ciao." And a third unfired casing read, "If you read this, you are gay, LMAO." Des citations qui viennent brouiller les pistes sur la personnalité du tireur, qu'on a décrit d'abord comme un militant de gauche, avant de se demander si les fameux messages gravés ne le rattachaient pas plutôt à une forme d'extrême droite. Un télescopage étonnant qui en dit long aussi sur l'époque. C'est très surprenant, mais je crois qu'il faut arrêter qu'on oppose numérique, réel, virtuel, réel, tout ça. Quand on passe 5 heures de notre temps sur un smartphone, plus le reste du temps à travailler, qu'on est sur on est plus de temps dans le monde de l'informatique, j'ai envie de dire, que dans la vie réelle. En fait, le monde réel, c'est le monde virtuel, quoi, genre, et que presque le monde réel est un vague souvenir. On n'est pas encore dans Silo ou dans Matrix, mais sincèrement, on vit à une espèce d'évolution anthropologique très intéressante, en tout cas d'un point de vue scientifique, point de vue civil, beaucoup plus inquiétant, parce que aujourd'hui, on a encore des grilles de lecture anciennes. Voilà, le débat, l'espace public rationnel. Non, tout est émotion, tout est clash, en fait. Donc, c'est autre chose. Et cette autre chose-là, c'est effectivement de l'immédiateté d'identification. Donc, le même en fait partie. Hein. C'est des symboles c'est des signes, en fait. C'est des signes d'appartenance. Et dans un signe, ça compresse un discours, en fait. Donc, c'est pas étonnant que, issu de cette culture-là, ça déborde. Clairement, ça déborde. On avait déjà une première interrogation en 99 quand il y avait eu la tuerie de Columbine. La tuerie de Columbine, c'est un peu la matrice des meurtres de masse dans les lycées américains. Le 20 avril 1999, 2 élèves du lycée de Columbine, donc dans le Colorado, Eric Harris et Dylan Klebold, tuent 13 personnes et en blessent une vingtaine d'autres avant de se suicider. Ça a déclenché une grande vague d'indignation nationale, notamment autour de la circulation trop libre des armes à feu aux États-Unis, ce qui n'a pas débouché sur grand-chose, hélas. Et l'opinion s'est très vite concentrée sur la personnalité des 2 tueurs, qui étaient, je vous le donne en mille, fans de jeux vidéo, fans d'un jeu vidéo, Doom. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque le rapport de police a été sur place dans les domiciles? Ils ont vu 3 choses. Ils ont vu des CD de Marilyn Manson. Voilà. Ensuite, ils ont vu les affiches de Matrix. Et troisièmement, ils ont vu du jeu Doom installé, etc. Et c'est vrai qu'ils ont utilisé Doom, non pas parce qu'ils jouaient à Doom, ils ont utilisé Doom comme un outil de projection, etc. Alors, c'est pas la faute aux jeux vidéo, évidemment, mais c'était pour eux un moyen de reconstituer le lycée. Ils ont reconstruit la map et ils ont commencé à faire des trucs dans cette map-là amateur. Et ça rejoint en fait les problématiques qu'on a aujourd'hui. Hein, c'est toutes les représentations, les mises en scène d'assassinats, etc. C'est un vrai gros sujet parce que il y avait déjà cette capacité à refaire des modes et tout. Et c'est vrai que de manière un peu idiote, on a accusé les jeux vidéo, mais on a accusé les jeux vidéo traditionnels
pour leur contenu violent, alors que c'était pas le sujet en fait. Le vrai sujet, c'était l'utilisation du modding dans le jeu vidéo à des fins de préparation d'un attentat. Tout simplement. Et c'est vrai qu'au prisme de l'histoire, on se rend compte que ça aurait été beaucoup plus simple de penser ça, de l'expliquer, plutôt que de s'enfermer dans le jeu vidéo, ça rend violent, etc. L'argument de la faute aux jeux vidéo, on le disait en intro, il a quasiment disparu du discours public. Les politiques ont au contraire tout intérêt à mettre les gamers de leur côté, puisque désormais, la culture jeux vidéo n'est plus marginale, au contraire, elle est devenue incontournable. Cette culture gaming, elle est effectivement omniprésente. Maintenant, il n'y a pas une plaquette d'un gars d'une entreprise dans le BTP, dans l'aménagement du territoire, qui fait pas un truc qui ressemble à SimCity. En 3D isométrique, avec des petits personnages, regardez. Voilà, c'est toute la communication en fait, elle a été gamifiée par des symboles, par cette culture-là, et c'est vrai qu'on se retrouve aujourd'hui avec une très forte ludification de beaucoup de choses, dont la politisation et dont les extrêmes. Et une citation directe parfois par les acteurs politiques, et notamment dans les leaders de l'extrême droite qui ont bien compris qu'il y avait là des choses à gagner. Alors ouais, là si on regarde un peu plus précisément en France, c'est assez intéressant de voir, c'est que la plus visible, ça va être plutôt l'extrême gauche, plutôt LFI qui produit énormément de mèmes animés, beaucoup animés / jeux vidéo, ils ont toujours produit, ils essayent de mobiliser en ligne grâce à ça, et l'extrême droite aussi le fait, mais de manière moins ostentatoire, peut-être plus subtile, et c'est là où c'est compliqué, c'est que leur candidat est un gamer, est un streamer de Call of. Je le redis parce que ça peut paraître étonnant, mais c'est la vérité. Jordan Bardella, avant de se lancer en politique, a tenté de percer comme influenceur jeux vidéo, en streamant notamment ses parties de jeux Call of Duty, Call of pour les intimes. J'avais un rituel, c'est que le samedi soir chez ma mère, première partie de soirée, c'était Call of à fond. Alors j'avais 15-16 ans, c'était Call of à fond avec les potes du collège ou du lycée, et après c'était Zemmour et Nolo, on n'est pas couché. Depuis qu'il est devenu l'un des visages de l'extrême droite française, il n'hésite pas à jouer des codes tirés de sa culture gaming en glissant des petites allusions par-ci par-là. En fait, c'est la preuve. Ils agissent par la preuve, ils y vont. Et on le voyait déjà dans les années 2000-2010, sur les forums en ligne, etc. L'extrême droite était très présent. Elle a toujours ce rapport à la culture, parce que marginalisée aussi des médias à une époque. Bon, maintenant, c'est plus le cas, mais pendant longtemps, il y a eu tout ce travail-là qui a été fait, de réinvestir d'autres espaces pour être présent, quoi. Donc, on se retrouve effectivement avec ça. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que c'était peut-être acceptable qu'on ait un président pas joueur, mais aujourd'hui, finalement, si on est issu de la société civile et qu'on est une personne à peu près lambda, on a au moins fait une partie de Mario Kart dans sa vie. Ça veut pas dire qu'on est un gamer, ça veut pas dire qu'on va pas faire un top 1 dans Fortnite, mais on a au moins joué aux jeux vidéo, donc on va plus le considérer comme une aberration, une débilité. Et ça va être aussi des éléments d'identification en fait. C'est-à-dire que si vous avez votre candidat qui il faisait du Call of, vous êtes plus proche de lui que quelqu'un qui va vous arriver et vous asséner un discours complètement hors sol en fait. Est-ce que ça va être quelque chose, ça fera pas la bascule, mais ça va conforter malgré tout un rapport intime en fait et naturel. Merci à Olivier Mocco pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Charlotte Bex, réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler, et à très vite pour un nouvel épisode.